talking to me? Go ahead. Make my day. Alors, c'est l'indicatif sonore de nos belles discussions cinéma avec Hélène Faradji. Bonjour Hélène. Salut Fred, comment ça va? Ça va très, très, très bien. Là, je vous avertis, c'est la dernière fois qu'on entend cette version-là. Parce que à chaque fois qu'on la met, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, il y a juste des films américains, anglophones là-dedans. Là. Faut corriger le tir. » C'est la faute à Larry. Donc, je me dédouane. Hélène, le 12 mars sortait le film Slalom et je trouve que j'ai pas eu le temps de le voir encore, mais la bande-annonce, je la trouvais vraiment intéressante et je trouvais que c'était peut-être une occasion de parler un peu des films de sport. Exactement, oui, c'est un très très bon prétexte pour parler de sport parce que ce film-là, effectivement, qui va être disponible en salle uniquement pour le moment, en tout cas partout où les salles vont être ouvertes, c'est le premier film d'une jeune réalisatrice française qui s'appelle Charlène Favier et qui raconte le destin mouvementé, on va dire, d'une jeune championne de ski alpin. C'est inspiré de l'histoire vraie de cette réalisatrice, donc elle-même a vécu tous ces bouleversements-là. Ouais. Mais il y a plein d'autres trucs dans l'actualité qui nous ont mis un peu sur la piste des films de sport parce que, on en a entendu parler, cette poursuite de 5 anciennes nageuses artistiques contre Natation Artistique Canada et puis l'annonce aussi de la prochaine série réalisée par Catherine Terrien qui va s'appeler Virage et dans laquelle Charlotte Aubin va incarner Marianne Saint-Gelais, mais avec un twist qui est qu'elle va l'incarner dans son après-carrière. Donc, comment est-ce qu'on se transforme de championne olympique à civile, bête civile. Oui. Et souvent, on le sait, il y a des... on peut même parler de choc post-traumatique, parfois, de sortir de cet univers, de ce cocon un peu aussi. Ah, c'est sûr. Voilà. Et je trouve... il y a les Olympiques qui s'en viennent. Évidemment. Évidemment, on n'est pas Radio-Canada, on n'est pas obligé de se péter bretelles à se dire qu'on a très, très hâte parce qu'on est diffuseur officiel, parce que je sens pas la fièvre olympique, sincèrement, dans la population avec la COVID et... c'est ça, cette année, c'est une drôle d'année pour tenir des rassemblements puis des célébrations, mais peut-être que ça va faire du bien au moral quand même de certains. Peut-être. En tout cas, reste que en attendant, si vous n'avez pas envie de regarder du sport à la télé, vous pouvez toujours regarder des films de sport. Voilà. Puis c'est plus intéressant qu'on en a l'impression. Oui. Alors, d'abord, faut qu'on balise un peu. Un film de sport, c'est quand même très, très large. Oui. Nous, on s'est dit, on va pas parler de films de sport en général, on va pas parler de films de sport collectifs parce que les films de hockey, de football, de baseball, c'est d'autres dynamiques qui sont en jeu. Oui. On va pas parler non plus de films de boxe parce que c'est un genre en soi, le film de boxe qui emprunte beaucoup à la tragédie grecque d'ailleurs avec ces espèces de destins, ascension, déchéance comme ça qui sont très marqués, mais on a envie de s'intéresser aux films de course. Films de course de ski, de vélo et bien sûr les films de course automobile qui restent le sport le plus représenté dans ce genre-là de films de course. Et il y a plusieurs constatations à faire quand on commence à s'intéresser aux films de course. D'abord que c'est un monde d'hommes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de films qui sont faits sur des sportives. On vient de le dire, Slalom fait partie justement de ces films qui s'intéressent au destin de jeunes femmes sportives. On a eu ici au Québec aussi La Petite Reine d'Alexis Durand-Brault avec Laurence Leboeuf qui incarnait une sportive inspirée de Geneviève Janson. On n'a jamais voulu dire que c'était elle, mais clairement c'était elle. En France, il y a eu Naissance des pieuvres de Céline Sciamma sur le monde de la natation synchronisée. Il y a eu le formidable I, Tonya sur la compétition entre Tonya Harding et Nancy Kerrigan, qui était très très réussi, un faux documentaire vraiment vraiment sympathique. Ceci dit, on est obligé de constater que quand les femmes sont au cœur des films de sport, on s'intéresse pas nécessairement au sport. Puis avant de creuser ça, je vous propose qu'on écoute pour se mettre dans l'ambiance un extrait de la bande-annonce de ce fameux film Slalom. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Vois le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Oh.
Oui, alors effectivement, ce film-là, il est très particulier parce que c'est peut-être un de ceux dans lequel on s'intéresse le plus au sport quand il est avec une héroïne, avec une sportive. On est vraiment sur la piste avec elle. Les scènes de compétition de ski sont extrêmement prenantes, sont saisissantes. Elle est jouée par Noé Habitat. L'homme qu'on entendait qui est son entraîneur, c'est Jérémy Régnier. Mais forcément, ce dont on va nous parler principalement dans ce film-là, c'est les abus psychologiques, physiques, la manipulation dont elle va être victime assez rapidement de la part de cet entraîneur. Puis on l'entendait dans la bande-annonce, elle a 15 ans. Ouais. C'est un film assez fascinant parce qu'il réfléchit vraiment au corps de la sportive. Comment le corps de la sportive d'abord devient une machine. Comment est-ce qu'on l'entraîne pour devenir cette espèce de machine à conquérir les pistes. Mais comment aussi finalement petit à petit elle va se désolidariser mentalement de son corps pour pouvoir continuer alors qu'elle subit tous ces abus. Et donc, c'est vraiment la relation au corps de la sportive qui est au cœur du film, mais ce n'est pas nécessairement la performance sportive. Et je vous parlais de La Petite Reine, je vous parlais de Naissance des pieuvres, de I, Tonya. À chaque fois qu'on a une sportive qui est mise de l'avant dans un film comme ça de course, c'est souvent aux à côté qu'on s'intéresse. Donc, oui, les abus, le dopage, évidemment, dans le cas de La Petite Reine, les histoires d'amour, les histoires de jalousie. C'est un peu comme si, à chaque fois que, même quand on veut inclure les femmes dans le film de sport, on les exclut quand même parce qu'on reste sur les à côté. On n'est jamais véritablement dans la performance, le sport, la compétition. C'est drôle, Hélène, j'ouvre une parenthèse parce que ça me fait penser tout ça à Personal Best. On en avait parlé. Qui quand même parlait plus peut-être de sport que ce qu'on peut voir habituellement dans des films où les athlètes sont des femmes. Mais qui quand même avait besoin du prétexte de l'à côté. C'est vrai, c'est vrai. Slalom, c'est la même chose. On y est presque, mais on sent comme... évidemment, c'est arrivé à la réalisatrice. Je comprends qu'elle ait besoin d'en parler. Mais on dirait que quand c'est centré sur une femme, il faut toujours qu'il y ait cet aspect plus humain ou cette exploration des à côté, comme si la femme sportive suffisait pas à elle-même à tenir entièrement un film. Et d'ailleurs, ça m'a conduit à quelques recherches parce que je me suis dit, on veut parler de course automobile, mais des femmes dans le monde de la course automobile, il y en a. Mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a parfois, mais c'est bien rare. Il y a eu Danica Patrick, entre autres, il y a quelques années en NASCAR, mais oui, effectivement, on n'est pas là. Il y a eu du NASCAR, il y a eu du rallye, et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, il y a quand même eu 2 femmes qui ont couru en Formule 1. C'est 2 Italiennes. Il y en a une en 58 et une en 75. La première s'appelle Maria Teresa De Filippis. L'autre, Ella Lombardi, donc 58-75. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. D'abord, 2 femmes qui ont réussi à se faire une place dans ce monde incroyable qui est celui de la Formule 1. Et il n'y a pas de biopic sur elle. J'avoue, effectivement, ça serait à faire. Pourquoi? Mais pourquoi? Je veux dire, il me semble que c'est des personnages extrêmement forts, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on est pris avec mais si c'est juste le sport et la femme, il manquera peut-être quelque chose. Et donc, on peut se demander, est-ce que le film de course, c'est pas au final le bastion d'une perspective qui serait quand même assez sexiste, assez patriarcale. Bon, poser la question, c'est un peu y répondre, et c'est surtout confirmé par tous les films de course qui ont pu exister au cours de l'histoire du cinéma. Il y en a eu plusieurs, des grands films de course, et effectivement, à chaque fois qu'on les regarde, on se dit, les femmes qui sont incluses dans ces récits-là, c'est pas charmant. C'est pas une représentation vraiment extraordinaire. Alors c'est vrai, elles ont souvent un métier. Je vous donne l'exemple de Rush, qui est ce film sur l'affrontement entre Niki Lauda et James Hunt, où on va retrouver plusieurs femmes, dont Olivia Wilde, qui joue une top modèle. Voilà. Ou sinon, bien sûr, le grand classique Days of Thunder avec notre ami Tom Cruise, où qui retrouve-t-on comme femme? La très très belle Nicole Kidman dans un rôle de doctoresse. Et elle est crédible en doctoresse comme moi en astrophysicienne. C'est magnifique. Alors, c'est intéressant parce que le film de course automobile, ce qui réserve en général comme rôle aux femmes, c'est celui de l'épouse, pleine d'abnégation, qui va aider son homme à devenir le champion de la piste, des flirts qui viennent le déranger un peu dans sa concentration, ou alors carrément des intrigantes. Donc elles vont avoir des liaisons, des adultères. En gros, les femmes dans le film de course automobile, elles sont là pour encourager, soigner
ou déstabilisée, mais elle n'existe jamais véritablement pour elle. Et il me semble qu'il y aurait un film à faire là-dessus. Ouais. Voilà, parenthèse refermée là-dessus. Ouais. Ceci dit, une fois qu'on a admis que c'est un univers de monsieur, reste que ça reste un sous-genre extrêmement intéressant parce que il permet d'explorer la psyché masculine. Je pense que le sport, ou en particulier la course, ça exacerbe des traits qui sont vraiment intéressants à voir creuser dans ces films-là. Et le premier de ces traits-là, c'est la rivalité. Qui dit course dit forcément adversaire. Ouais. Et le cinéma adore les histoires de rivalité. Quand on a deux sportifs, deux coureurs, c'est du pain béni, évidemment, pour le cinéma, mais pas seulement d'ailleurs pour la fiction, pour le documentaire aussi, parce qu'il y avait eu ce fameux documentaire d'Asif Kapadia sur Ayrton Senna. Et ce qu'on voyait surtout, c'était sa rivalité avec Alain Prost. Ouais, ouais. Dans Rush, dont on parlait... Et c'était particulier, excuse-moi Hélène, c'était particulier dans le cas d'Ayrton Senna parce qu'ils étaient dans la même écurie. C'était pas deux écuries concurrentes, en tout cas pas toute leur carrière, mais ils ont été ensemble et il y avait une féroce rivalité au sein même de la même équipe. Exactement. Et c'est comme si l'un se nourrissait de l'autre. Ouais. C'est vraiment, ils avaient besoin l'un de l'autre pour avoir cette émulation. Puis le film qui montre peut-être le mieux ça, c'est Rush. Ouais. Rush, qui a été réalisé par Ron Howard en 2003. Donc, Niki Lauda, James Hunt. Niki Lauda interprété par Daniel Brühl et James Hunt par Chris Hemsworth. Mon Dieu, Daniel Brühl? Oui. Mon Dieu, c'est quand même... c'est un... comment on appelle ça? Un aptonyme? Quand on... Le nom de famille? Parce qu'on sait, Niki Lauda a eu un grave accident de course. J'avais pas fait le lien. La moitié de son visage a été brûlé. Je le remarque aussi pour la première fois. Ouais. Ceci dit, il est allemand, donc ça marche un petit peu moins bien. Mais pour nous, ça marche. Ouais, voilà. On va écouter un petit extrait de Rush, justement. C'est une passe d'armes spectaculaire entre ces deux grands pilotes. La prochaine fois, je t'aurai. Aucune chance. T'es qu'un fêtard, c'est pour ça que tout le monde t'aime. Je sais, je suis invivable. Tu n'es pas invivable. Tu es qui tu es, à un moment crucial de ta vie. Pour être champion, il suffit pas d'être le plus rapide. Il faut vraiment y croire. J'attends ça depuis que je suis enfant. Je peux le battre, croyez-moi. Il est régulier, c'est un homme sûr. Et il mettra sa vie en jeu quand la victoire en dépendra. Un règlement de compte entre deux coureurs d'anthologie. On dit la traduction. Ça va vite, piou, piou, piou. Non, mais alors avant de préparer cet épisode-là, vous m'en aviez parlé de Rush, puis j'avais été un peu rapide à dire j'ai pas aimé ça. Je l'ai revu pour préparer ça, puis finalement je l'aime un petit peu plus que je pensais. Ben, c'est divertissant. Moi, je l'avais vu dans l'avion. Extrêmement divertissant. Vraiment. Extrêmement. Puis moi, j'ai connu quand j'étais très jeune, j'aimais beaucoup la Formule 1. C'était l'époque de Gilles Villeneuve et Niki Lauda courait encore. James Hunt n'était plus là, mais j'avais lu là-dessus. Je sais que c'est une rivalité. Et c'est comme les deux archétypes ultimes en course automobile. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce film-là, parce que vraiment, il va explorer deux types d'hommes qui semblent être assez répandus dans l'univers sportif. D'abord, ça refait de la piste de course une espèce d'arène, comme quand les gladiateurs descendaient s'y affronter. Et il y a même une scène hallucinante au ralenti, sous la pluie. Ils sont tous les deux sur la piste de départ, dans leur voiture, et ils se saluent comme ça d'un geste de la main au ralenti. On a vraiment l'impression de deux hommes qui vont s'affronter quasi à main nue alors qu'ils sont en voiture. Mais surtout, ça permet de faire deux constatations. D'abord que un athlète, ça n'existe pas sans adversaire. Plus souvent qu'autrement, cet adversaire est en plus un être diamétralement opposé en termes de caractère. Alors, vous l'avez dit, Hunt, c'était le playboy, le je m'en foutiste, rockstar, les cheveux longs, très cool, alors que Niki Lauda, c'est le contraire, c'est une teigne. Il est dans le business, il est limite asocial, et ça m'a fait penser à un autre film de sport qui est Björk versus McEnroe. Sur les deux tennismen qui se sont affrontés durant des années, et c'est la même chose, c'est les mêmes archétypes. Donc, d'un côté, allez-y, excusez-moi. D'un côté, le foufou rockstar, de l'autre, le sérieux besogneux. Oui, voilà. Il y en a un que c'est facile, c'est un talent naturel, alors que l'autre, c'est le calculateur, celui qui doit travailler plus fort que les autres pour atteindre les mêmes résultats. Puis ça, ça nous touche, ça vient nous toucher parce qu'on l'a vécu à l'école, on l'a vécu dans nos vies à un moment donné. Mais surtout, ce dont on se rend compte, c'est que c'est le principe des vases communicants.
ils peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ils existent l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Et en fait, ce dont parle ce film-là en particulier et presque tous les films de course, c'est la notion de l'émulation, de comment on a besoin l'un de l'autre pour se dépasser. Et oui, c'est un cliché masculin, c'est vrai, mais nous, les femmes, on a droit au cliché de la solidarité. Quand les femmes sont ensemble, c'est forcément pour se serrer les coudes et affronter tout ensemble dans une belle sororité les défis de la vie. Et ben vous, c'est la rivalité, les machos, qui a la plus longue, qui est finalement la question fondamentale du film de sport. Mais avec Rush, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment intéressant, c'est effectivement la personnalité des coureurs. C'est ce que le cinéma veut explorer, en tout cas dans tous les films qui ont été faits là-dessus. Alors dans Rush, oui, c'est des tempéraments forts, c'est deux coqs de poulailler, si on veut. Dans Days of Thunder avec Tom Cruise, c'est la même chose. Mais il y a un autre film qui me semble très très intéressant et qui raffine un peu les archétypes, c'est Ford versus Ferrari. Ça a été réalisé par James Mangold en 2019. Et cette fois, la rivalité, elle n'est pas nécessairement entre deux hommes, mais entre deux entreprises. Donc, c'est peut-être encore plus honnête comme film de sport parce que, au final, la question qui va tout diriger, c'est la question de l'argent. Qui va avoir le plus de sous pour construire la meilleure machine? Et cette rivalité entre Ford et Ferrari va mener à la consolidation d'une amitié entre deux hommes. Carroll Shelby, d'abord, qui est le seul Américain qui a gagné les 24 heures du Mans et qui, pour Ford, va essayer de construire la voiture la plus rapide. Il est joué par Matt Damon. Et de l'autre côté, c'est Ken Miles, qui va être le pilote de cette voiture, qui est peu aimé des gens, en tout cas de ses patrons, parce que c'est une tête forte, une tête brûlée. Et lui, c'est évidemment Christian Bale qui l'interprète. On écoute un petit extrait. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Il vous faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est difficile. Mais non, Ken, c'est un chaton. Dans tous les cas, c'est non. Tu penses que ces gens-là vont te laisser construire la voiture que tu veux et le faire à ta manière? Il vous faudra l'approbation du siège. Vous pensez qu'Enzo doit appeler sa maman chaque fois qu'il veut soulever un capot? C'est comme ça que ça marche chez Ford. Plus maintenant. Bon Dieu, on n'est pas loin de la bande-annonce des bagnoles, hein? Ah oui, c'est vrai, ça se ressemble. D'ailleurs, c'est la traduction, en fait, je pense, qui fait ça. Il y a une distance. Elle est pas joyeuse. D'ailleurs, si jamais, auditeur, vous cherchez le film, il apparaît parfois sous le titre Le Mans 66. Oui, c'est ça. Dans sa traduction française. Donc, mais c'est le même film. Parce qu'il faut le rappeler, c'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire cette rivalité entre Ford et Ferrari, entre deux conceptions complètement différentes de la voiture, la tradition européenne et la tradition américaine qui était toute jeune, et Carroll Shelby va créer entre autres la Cobra. Je pense j'ai pas vu le film encore, mais c'est sûr que je vais le voir éventuellement, qui est devenue une voiture mythique, et lui aussi, Shelby a travaillé avec Mustang entre autres, il a fait des éditions qui sont devenues des items de collection incroyables, là, mais oui, j'ai vraiment envie de voir ce film-là, étonnamment. Mais je vous le conseille vraiment parce que c'est un film qui, au-delà de l'histoire qu'il raconte, va vraiment permettre de réfléchir plusieurs trucs. D'abord, clairement, faire joujou dans une voiture, ça vient chercher une corde sensible chez les hommes. Et vous aimez ça, trifouiller dans le ventre des bêtes. Hein. Tout le film est axé là-dessus, mais ce qu'on peut voir aussi se dessiner, c'est cette idée que l'amitié entre hommes, elle est peut-être jamais aussi puissante, jamais aussi intense que quand elle se noue autour de l'idée de danger, de la mort. Parce que c'est ça qui réunit au fond ces deux hommes. Comment aller le plus vite possible et comment accepter de flirter avec la mort. Et ça rend leur dynamique extrêmement complexe, contradictoire, ambivalente, parce que ils ont aussi des vies à côté, mais dans leur amitié, ce qui va vraiment émerger, c'est ça. Et quand je disais que ça raffine les archétypes, c'est que oui, Rush, on avait la rockstar et le besogneux, mais là, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on a le bricoleur, qui est vraiment ce personnage de Carroll Shelby qui aime trifouiller les voitures, qui lui aussi devient presque coupé du monde tellement il est obnubilé par l'idée de construire cette voiture-là. Et de l'autre, ce coureur, Ken Miles, qui est vraiment une personnalité particulière. Il est arrogant,
il est renfermé, il est brave, mais surtout, il est constamment en situation de défi. Défi par rapport à l'autorité, ses patrons, les voitures, la mort. Et ça me faisait penser à James Dean. Oui. Et James Dean, qui en plus est mort de cette façon-là. Qui avait cette fixation de la vitesse et cet amour des voitures, ben oui. Exactement, et qui a défié la mort, jeune, beau, adulé, et qui va quand même conduire sa Porsche à plus de 200 km/h pour mal finir, évidemment. Mais là, on voit bien ces deux archétypes qui se dessinent, le bricoleur d'un côté, le rebelle de l'autre. Et ça aussi, c'est des tropes qui vont être très, très forts dans toute l'histoire du cinéma, et vous pouvez même les utiliser au-delà du film de sport. Dès qu'on a deux hommes ensemble, très souvent, on se retrouve avec ces deux archétypes-là. Et je trouve que dans le film de course automobile, c'est vraiment l'endroit où on voit ça émerger de la façon la plus marquée. Mais dites-moi, Hélène, avant d'aller plus loin, dans le cas de Rush et de Le Mans 66, sur le plan strictement cinématographique, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ces deux films-là? Moi, évidemment, je suis un cinéphile très modéré. Je trouvais que Rush était un bon divertissement. Mais sur le plan cinématographique, parce que vous allez parler d'un autre film bientôt qui, lui, je crois, sur le plan cinématographique, a vraiment posé des jalons sur la façon de filmer des voitures. Mais Le Mans, entre autres, est-ce que sur le plan cinématographique, c'est un bon film? C'est un excellent film. Vraiment, c'est drôle parce que moi aussi je l'ai vu dans l'avion. Je sais pas pourquoi on regarde des films de sport dans l'avion. Ce serait une autre chronique peut-être. Qu'est-ce qu'on regarde en avion? Qu'est-ce qu'on regarde en avion? Mais si on peut y retourner un jour dans les avions. Mais ça c'est une autre question. Mais oui, Le Mans 66 c'est très très bon parce que ça a vraiment cette idée de saga. Autant Rush, on est dans le cadre d'une Coupe du Monde qui va un peu déborder avant après, mais on sent que la rivalité entre les deux hommes c'est le noyau dur de ce que veut montrer Ron Howard. Ron Howard qui est un cinéaste hyper efficace, ça marche toujours, effectivement très divertissant. James Mangold, c'est autre chose. Celui qui fait Le Mans 66, on est davantage dans l'exploration des dynamiques qu'il y a entre ces deux hommes. Et ça va dans de la complexité que Rush ne se permet pas tout à fait. Même si ça essaye. Le Mans, on sent que c'est véritablement... Moi, j'ai pleuré 3 fois. Vraiment, il y a de l'émotion. Êtes-vous un peu pleureuse? Et là, je le dis pas avec... Êtes-vous facile à pleurer au cinéma? Je suis sensible aux gros moments d'émotion. OK, bon. Et je trouvais que dans Rush, il y avait l'occasion d'en avoir et on coupait court à ça pour aller plus vers le spectaculaire. Alors que Le Mans 66, parce qu'il me semble plus humain, se donne l'autorisation d'aller nous faire pleurer. Et c'est quand même beau de pleurer devant une histoire de course automobile. Ça arrive pas si souvent. C'est vrai. Mais effectivement, vous l'avez dit, j'aimerais ça qu'on retourne un peu en arrière parce que au cœur du film de course automobile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vitesse. Évidemment. Et la vitesse, c'est l'idée fondamentale à la fois de la course automobile, mais aussi du cinéma. Parce que le cinéma, c'est quoi? C'est l'art du mouvement. Et forcément, de façon presque organique, vitesse et mouvement sont les deux faces d'une même médaille. Donc c'était presque logique que le cinéma se mette à vouloir filmer la vitesse. Sauf que c'est pas aussi facile qu'on pense. Et là, on va retourner en 1966 pour écouter un extrait d'un film qui a été réalisé par John Frankenheimer et qui s'appelle Grand Prix. Danger? Well, of course. But you're missing a very important point. I think if any of us really imagined, what it would be like to go into a tree at 150 miles an hour, we would probably never get into the cars at all. None of us. So it has always seemed to me that to do something very dangerous requires a certain absence of imagination. Le son, mon Dieu, au début. Écoutez, les gens, je le dis pas ça. Moi, je suis un fan de voitures, de voitures de collection, entre autres. Je lis beaucoup là-dessus. J'adore lire sur le développement, le design, j'ai pas de voiture aujourd'hui. Je suis plus vraiment l'actualité des automobiles, mais j'adore les voitures. Et ce film-là, et les plus vieux ont reconnu quand même, j'espère, une voix mythique.
le bel accent anglais de Yves Montand. Voilà. C'est Yves Montand qui joue effectivement un des 4 coureurs qu'on va suivre. Le coureur s'appelle Jean-Pierre Sarti. Lui, c'est celui qui a déjà été champion puis qui est un peu déprimé. Forcément, il est français, existentialisme, tout ce que vous voulez. Il va se battre contre l'Américain Pete Aaron qui a une très mauvaise réputation, qui va se battre contre ça et se faire engager par un nouveau patron joué par Toshiro Mifune. C'est quand même toute une distribution dans ce film-là. 4e coureur, c'est le Britannique Scott Stoddard, qui est joué par Brian Bedford, qui va avoir un terrible accident et dont le mariage bat de l'aile. Et puis reste l'Italien, arrogant, grande gueule, et qui a une petite amie qui est jouée par... vous vous rappelez? Attendez, c'est Françoise Hardy. Oui, voilà. Françoise Hardy. Oui. C'est complètement fou, ce film. Tu me faisais penser à Alberto Tomba, le skieur des années 80. Le skieur, tout à fait. C'est le même genre, là, très grande gueule, flamboyant, etc. Donc, on est durant la saison 1966 du championnat du monde de Formule 1. Frankenheimer filme ça. C'est un des premiers films, en fait, non seulement de course automobile, mais surtout qui s'intéresse à comment est-ce qu'on filme la vitesse. Avant Grand Prix, ce qu'on fait, c'est qu'on filme normalement et on accélère les images au montage. Mais Frankenheimer dit non. Moi, ce que je veux, c'est sentir la vitesse et donc je veux filmer les voitures qui vont à vitesse réelle. Ce qui évidemment est un défi technique hallucinant, qui va faire peur notamment à Yves Montand, qui va exiger d'avoir une doublure, etc., etc. Et surtout qui va conduire Frankenheimer à poser un geste qui va révolutionner comment on filme la vitesse. Il va demander à ce que des caméras soient embarquées dans les voitures. Oui, et l'effet est incroyable. Saisissant. Vraiment, en particulier dans la scène, il y a plusieurs scènes d'accidents, mais il y en a une qui prend aux tripes. Vraiment, qui est assez... Ça, sur écran géant, ce film-là, je sais pas si le cinéma du Parc a déjà fait ça. Moi, j'irais le revoir. On s'entend, là, l'histoire est parfois un petit peu... On est dans les années 60, là. Oui, c'est un peu soap. C'est pas un grand scénario. Non, tout ce qui est autour de la course, les histoires de cœur, de femmes, ça, c'est... Bon, c'est un petit peu lourd. Mais les scènes de course, vitesse, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et cette idée-là va être reprise, donc d'embarquer des caméras dans les cockpits même des voitures par tout le monde. 2 ans plus tard, c'est Bullitt avec Steve McQueen. Ah oui, c'est vrai. La fameuse scène à San Francisco dans la rue en épingle, ça vient de là, ça vient de Grand Prix. Ça va même être utilisé dans la Formule 1, directement dans les vraies courses. Donc on va avoir des caméras embarquées, mais c'est vraiment lui, ce film-là, qui va l'expérimenter à plus grande échelle et le rendu, non seulement en plus d'être spectaculaire, il est hyper réaliste. Il y a un côté presque documentaire dans ce film-là qui vraiment prend aux tripes, qui fait que les moments de course sont incroyablement prenants. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que en voyant ce film, j'ai repensé à une vieille chronique qu'on avait fait ensemble où on parlait de Saul Bass. Qui est cet affichiste, designer graphique qui a fait évidemment tous les grands films d'Hitchcock. Eh bien, c'est lui qui a filmé le générique de Grand Prix. Et le générique, en fait, ce sont les coureurs sur la piste de départ. Ils sont prêts à partir. Et ça va être extrêmement découpé avec des split screens, presque une mosaïque, des gros plans, des ralentis. C'est Saul Bass qui a fait ce petit bout de début de film de Frankenheimer. Et pour revenir à la question de la femme, on a dans ce film le personnage d'une journaliste qui est jouée par Eva Marie Saint, qui va devenir l'amante de Yves Montand. Mais dans la première scène où ils se rencontrent, elle va lui dire que elle s'en contrefiche de la course automobile. Ce qui l'intéresse, c'est son métier de journaliste. Et lui-même va dire « Ah oui, je me souviens de vous. Vous avez fait un portrait de ma femme. » Parce qu'évidemment, en plus d'être existentialiste, il est adultère, il est français, je le rappelle. Donc, il lui dit « Oui, vous aviez fait un portrait de ma femme. » Et le portrait, en fait, commençait avec des lignes qui disaient, cette femme extraordinaire, femme d'affaires, machin, pendant que son mari est en train de faire la course. Et c'est quand même amusant de se dire qu'il faut retourner en 66 pour réaliser que l'histoire du cinéma, elle était peut-être un petit peu plus progressiste dans sa dépiction
dans sa dépiction des personnages féminins que dans ceux qu'on a vus au cours des années 2000-2010, comme Rush ou comme Le Mans 66. Ouais. Et que là, effectivement, on l'a dit, c'est pas un film parfait, il y a plein de défauts, mais dans la représentation qui est faite de cette femme-là, on essaye au moins de montrer quelque chose d'un petit peu plus égalitaire, d'un petit peu plus progressiste. Donc, oui, et Hélène, si mon souvenir est bon aussi, le personnage de Françoise Hardy est quand même... C'est pas une groupie, là. Non, c'est pas une groupie non plus. Elle est pas très présente, mais elle est, on la sent libre. Exactement, on la sent libre et je me dis que quitte à refaire des films sur les grandes rivalités ou sur la course, oui, gardons l'idée des scènes de course spectaculaires, oui, gardons l'idée de rivalité, mais pourquoi pas avec des personnages féminins qui seraient un petit peu plus consistants que ceux qu'on a eus jusqu'à présent. Ouais. C'est drôle qu'on ait commencé l'épisode en se posant la question de la place du cinéma québécois dans notre générique. Parce que la place du cinéma québécois dans l'histoire du film de sport, elle est pas immense non plus. C'est vrai. Hein? Elle est pas très fouillée. Alors oui, effectivement, faire un film de sport, ça revient extrêmement cher. Donc ça fait un des premiers freins à ce qu'on se soit illustré nous aussi là-dedans. Mais on en a quand même eu un l'an dernier qui s'appelle Nadia Butterfly, qui a été réalisé par Pascal Plante. C'est son deuxième film, tourné avec la vraie médaillée olympique Karine Savard, qui est une nageuse, mais qui est un film qui s'intéresse à un moment très très particulier, qui est un moment de transition entre la dernière course qu'elle va faire aux Jeux Olympiques et le moment où elle arrête sa carrière. Si vous voulez, on parlait de virage tout à l'heure sur Marianne Saint-Gelais. Là, c'est le moment juste avant. Donc, le moment de pause, de bulle, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Non pas quand elle redevient civile, non pas quand elle est sportive, mais qu'est-ce qui se passe à ce tout petit moment où il faut qu'elle abandonne quelque chose, mais elle a aucune idée de ce qui s'en vient devant elle. Donc oui, c'est un film de sport. Oui, on retrouve l'idée du corps machine parce que on va la voir prendre des bains de glace après sa course. Ouais. On va voir ses épaules, sa façon de nager évidemment, mais on reste dans un film qui est beaucoup plus introspectif, beaucoup plus intimiste, réflexif et qui justement ne va pas tout à fait dans ses à côté que les autres films de sport qui s'intéressent à des femmes font. Donc, on est vraiment dans l'univers de la sportive, mais à un moment dans l'histoire de la carrière qui est extrêmement particulier, qui est un peu en apesanteur, qui est un peu grave, mais un peu heureux aussi en même temps. Donc, est-ce que c'est un film de sport à proprement parler? Est-ce qu'il peut rentrer dans notre grande catégorie de films de course? Oui et non, mais en tout cas, ça reste un des seuls qu'on a. On a bien sûr eu aussi Sarah préfère la course de Chloé Robichaud, mais c'est un peu la même chose, un peu à côté, un peu en apesanteur. Ouais, puis sincèrement, Hélène, on y croyait pas trop au talent de coureuse. De coureuse. Non, sincèrement, je suis désolé, là, mais ouais. C'était pas tout à fait le focus qu'on voulait mettre. On sentait bien que c'était pas là-dessus qu'on voulait aller. Donc, quand on fait des films de sport au Québec, oui, on en fait, mais on se situe jamais tout à fait ni dans la performance, ni dans la côté traditionnelle. Ouais. Et c'est quand même étonnant parce que au Québec, où est ce grand film sur Gilles Villeneuve? Ah, mais ça, vous avez tellement raison. Et je sais que c'est une arlésienne parce que ça fait des années et des années et des années qu'on nous dit oui, il y en a un qui se prépare, mais on n'en a jamais vu le début de la queue. Et c'est triste parce que Gilles Villeneuve, si on s'en tient aux faits, c'est à lui seul une épopée cinématographique. Complètement. Mais je pense que ça coûterait une fortune parce que c'est les années 70. Reconstituer les voitures, tout ça, ça serait vraiment très cher, je pense. Et c'est une figure qui ne doit pas disparaître, je pense, parce que ça a été un héros là, pour bien des gens. Moi, j'ai grandi avec Gilles Villeneuve, qui était comme le fils adoptif d'Enzo Ferrari. Il l'adorait. C'est des choses qu'on je savais pas ça. Oui, pour lui, c'était... En fait, c'est lui qui est allé le chercher. Faut quand même se remettre. Là, je m'excuse, vous ouvrez la porte, mais c'est un petit gars qui commence à faire des courses de skidoo et qui se retrouve au championnat de Formule 1 dans une écurie aussi mythique que Ferrari, et Enzo Ferrari le voyait vraiment comme son fils adoptif.
Voilà, c'est sûr qu'il y a un film là-dedans. Ben oui, mais ça me semble évident, mais comme je vous dis, je sais qu'en ce moment, il y en a un qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si ça va aboutir un jour, mais je sais que ça fait des années qu'on en parle et il me semble que c'est vraiment la figure que notre cinéma devrait explorer. Alors bon, après vous allez me dire, oui, mais on n'a pas encore réussi le grand film sur le hockey. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il y aurait ça à faire d'abord. Ouais. Ça va être trop cher. Oui, c'est vrai, mais en même temps, on peut toujours se débrouiller. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche plus fondamentalement ce film sur Gilles Villeneuve d'exister, c'est le rapport à la masculinité qu'on a au Québec. Je me demande si on a ce rapport à la masculinité compétitive. On a cette idée de l'homme qui se révèle face à l'adversité, ça oui, en général c'est assez bien exploré, mais est-ce qu'on a cette idée de compétitivité, de rivalité qui vraiment est au cœur de la machine du film de course? Est-ce qu'au Québec, on peut aller dans cette direction-là? Moi, je pense que ça fera un grand film. Oui. J'ai l'impression qu'on pourrait, effectivement, comme vous dites, remettre quelque chose de notre patrimoine au plus haut plan avec un film comme cela. Mais bon, ni vous ni moi n'avons les moyens de financer ça, donc on va attendre que ça se fasse. Non, mais on pourrait faire une coproduction France-Italie. On sait, on a une belle tradition de beaux succès quand on a des coproductions avec l'Europe. Mais non, je fais une petite blague, mais je pense qu'il faudrait aller vers ça. Peut-être que c'est dans les cartons. Mais oui, il y a un film avec ce personnage-là, c'est clair. Et le destin tragique. Je veux dire, il meurt sur la piste en 82. Ça ne peut que donner un film incroyablement intense, probablement plus que si on en faisait un sur Jacques. Mais tout à fait. Oui. Un film aux Açores avec Jacques Villeneuve qui coûte pas une scène en impôts. Voilà, exactement. On peut donner toutes sortes d'idées comme ça à tous les producteurs de Montréal, si vous voulez. Voilà, ça fait le tour, Fred, de notre petite incursion dans le monde de la course automobile au cinéma. Attendez, Hélène, on n'est pas allé écouter la bande-annonce de Nadia Butterfly. Ah ben d'accord. Je connais pas grand monde dans ton âge qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr là, que la piscine à Moscou, la piscine à Budapest, c'était bien beau, là. Mais c'est quand même juste des piscines. 29,7, 29,9. 30,4, 30,7. C'est bon, guys. Come on. On y retourne. Et hop! Tu te rappelles-tu la première fois que t'as fait un 200 fly? Je pense que t'avais 11 ans. Je me rappelle tellement, là, je t'ai vu, je me suis dit, hey, elle a volé loin. J'ai une petite question avant qu'on se quitte, Hélène. Comment s'en sort la nageuse en tant qu'actrice? Parce que moi, je rappelle, quand le film est sorti, je trouvais que Extravalent était un objet cinématographique particulier. On n'était pas loin du docu-fiction. Je savais pas trop comment l'appréhender. C'est sûr qu'il y a un ancrage réaliste qui fait que quand elle nage, par exemple, c'est extraordinaire parce que c'est des vrais mouvements. On sent qu'elle maîtrise parfaitement les gestes, donc on est dans l'authenticité la plus crue. En tant qu'actrice, elle est pas tout à fait au point. Si on est parfaitement honnête, dans les scènes qui demandent un petit peu plus d'intensité ou d'émotion, on sent qu'il y avait des réglages qui étaient pas tout à fait au maximum. Même que celle qui est aussi nageuse dans la vraie vie et dont le nom m'échappe, mais qui joue avec elle, qui est une de ses collègues de l'équipe Natation Canada, s'en sort un petit peu mieux. Et on se dit, et pendant le film, je me disais, j'aurais peut-être préféré rester avec son amie qu'avec elle. Mais ceci dit, il y a quelque chose de singulier dans ce film-là qui, justement, on l'entendait dans la bande-annonce, refuse la frénésie, refuse le spectaculaire, va dans quelque chose de plus mélancolique, plus doux. Et c'est vraiment sur cette idée de fin de carrière, de moment où tout s'arrête et on n'a aucune idée de ce qui nous attend quand on sortira de cet univers-là qui nous a bercés depuis l'enfance, dans lequel on connaît tous les codes, tous les repères. Donc, c'est un espèce de moment de vide, de vertige. Et c'est un moment très intéressant à filmer pour un cinéaste. Bon, merci Hélène. Belle réflexion encore. J'ai envie de tout revoir et de voir les films que j'ai pas vus. On se laisse avec, vous l'avez dit tantôt, le hockey au Québec a peut-être parasité complètement notre imaginaire sportif sur le plan cinématographique, ce qui nous empêche peut-être de faire des films sur d'autres sujets, mais reste que le plus grand succès, je pense,
filmique du sport, c'est ce thème que je vous offre pour nous laisser. Une série vraiment qui a marqué je sais ce que c'est. l'imaginaire québécois. Salut Hélène. Salut Fred. Go, go!